Rivarol et lui-même ont mené un combat parallèle pendant plus de 60 ans. Si certains lui contestent ailleurs sa présidence d'honneur, il est ici à l'honneur. J'appelle Jean-Marie Le Pen. Monsieur l'abbé, monsieur le directeur de Rivarol, si vous le permettez, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi que de m'adresser à ce vaste public réuni aujourd'hui pour fêter le 65e anniversaire de l'hebdomadaire de l'opposition nationale. Et je voudrais bien sûr commencer tout naturellement par rendre hommage à celui sous l'égide duquel nous nous réunissons aujourd'hui, Antoine de Rivarol, mort jeune en exil, ayant dénoncé, avant même la prise de la Bastille, les errements prévisibles de la Révolution française. J'ai sélectionné pour vous 3 citations de Rivarol, paradoxales comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. La première, c'est une pique assez sévère pour Mirabeau, dont il dit « Mirabeau est capable de tout pour de l'argent, même d'une bonne action ». La deuxième nous concerne tous, puisque c'est une constatation sociétale, si j'ose dire. L'homme est le seul animal qui fasse du feu ce qui lui a donné l'empire du monde. Et puis, nul n'est parfait. Une erreur d'appréciation et de prévision, mais qui peut prévoir l'avenir à 2 siècles près? Et là, Rivarol est pris en défaut car il dit « Le genre humain est comme un fleuve qui coule du nord au midi, rien ne peut le faire rebrousser contre sa source. » Hélas, 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 là, Antoine de Rivarol n'a pas été perspicace car le courant, en effet, s'est retourné. Et si, il est vrai que les Européens ont contribué à peupler le monde, y compris, il faut bien le dire, quelquefois par le trafic des esclaves, puisque l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et même l'Amérique du Nord ont été largement peuplées par ces trafics. Et puis nous avons tout de même, dans un certain nombre de pays, apporté les lumières de notre civilisation. Donc un hommage à Antoine de Rivarol, dont le nom perdure grâce à nos amis de l'hebdomadaire glorieux de l'opposition nationale. Je dois dire que je dois vous faire une confidence. En ces jours où le pape François parle d'érotisme, j'ai souvent fait chambre commune avec Rivarol. Oui, à la 17e. Alors, puisque j'en suis au stade des hommages, qu'il me soit permis de ne pas oublier ceux qui ont fondé le journal, et dont en particulier mon compatriote et néanmoins ami, et quelquefois adversaire, François Brignot, qui, contrairement à ce que disent ses biographes, ne s'appelle pas Julien Guernec,
mais well à l'autre. La vérité, c'est un breton du Finistère, de Concarneau aussi, quoi. Et donc, je pense aux directeurs qui se sont succédés. Il n'y a eu, somme toute, que 5 directeurs depuis le début, c'est-à-dire depuis 65 ans. René Maliavin, bien sûr, Pierre Dominique, Maurice Gate, Camille Gallic et aujourd'hui Jérôme Gallic. J'ai un souvenir personnel de Gaït. J'étais allé lui rendre visite, je crois que c'est un Passe des Marais ou quelque chose comme ça, et il était dans une pièce assez sombre, avec un sarrau gris. Il manipulait lui-même les lignes métalliques, vous savez, parce que de la linotype qui sortait de la linotype, et il montait le journal tout seul dans son coin. Et cette pauvreté des moyens avait de quoi attirer la sympathie de ceux qui voyaient éclore tout au long de dans notre pays les journaux plus ou moins luxueux qui s'esbaudissaient, en particulier contre nous. Et puis, j'ai fait, somme toute, en 51, j'étais déjà président d'honneur. Président d'honneur de la Corporation des étudiants en droit. Déjà. Je me préparais à partir pour l'Indochine où les Chinois se rapprochant de la frontière du Tonkin, allaient créer une situation militaire telle que je pensais qu'il fallait que nous nous mobilisions pour essayer de sauver ce qui était alors l'Indochine française. Et c'est au retour, d'ailleurs, de cette expédition que je suis devenu très simplement député de Paris, grâce, il faut le dire, au mouvement Poujade qui me choisit comme tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et puis, depuis, j'ai continué, parallèlement, en quelque sorte, quelquefois, avec petit accrochage avec nos amis de Rivarol, parce qu'il n'y a pas de couple heureux qui n'ait connu quand même dans sa longue vie quelques coups de gueule. Nous en avons eu quelques-uns, mais notre force, c'est exemplaire, c'est de les avoir surmontés, très facilement d'ailleurs, et de nous trouver ensemble dans un combat qui aujourd'hui peut être décisif. Je dois dire que quand j'étais adolescent, pendant la guerre, j'écoutais en vacances, parce que chez les jésuites, on n'avait pas de radio. Hein. Bon, mais j'écoutais Radio Londres. Et une chose m'avait frappé, c'est que les journalistes de Radio Londres, enfin des Français parlant au français, étaient beaucoup plus hostiles à Vichy qu'à Berlin. Beaucoup plus hostiles à l'État français qu'au gouvernement d'Adolf Hitler. 1945, c'est la fin de la guerre. Nous ne sommes plus en guerre avec l'Allemagne, mais la guerre contre Vichy n'a jamais cessé. Elle continue, et aujourd'hui, des gens dont les parents n'étaient même pas nés à cette période sont qualifiés de vichysois par des gens dont les parents n'étaient pas non plus français à cette époque-là. Ce que j'admire le plus dans la démarche rivarolienne, c'est le courage. Les Français sont naturellement courageux, ils sont même capables d'héroïsme. L'héroïsme, c'est un moment de courage exceptionnel, mais quelquefois bref. Et je crois que, d'ailleurs, dans notre pays, les femmes en sont au moins aussi capables que les hommes. La preuve, c'est que notre grande héroïne nationale est une jeune fille, Jeanne d'Arc. Un courage qui dure 52 semaines par an pendant 65 ans. Un courage qui ne se laisse jamais abattre.
ni par la pauvreté, ni par l'adversité, ni par les injures, ni par les condamnations, dont évidemment la plupart d'entre elles visent à ruiner ceux qui ont le courage d'exprimer leur opinion. Je ne ferai pas, ce n'est pas mon rôle, la liste des illustres personnages qui ont contribué à cette entreprise, mais elle reste admirable et, il faut le dire, unique, car Rivarol reste pratiquement le dernier journal politique d'opinion et d'opposition dans notre pays. Et votre présence témoigne d'ailleurs qu'il retrouve de la force, même si quelquefois il n'est pas facile à lire, quel que soit le talent de ces rédacteurs. La présentation est quelquefois assez, disons, universitaire. et il faut avoir un peu un esprit d'étudiant. Encore que l'attrait ne manque pas. Ce qui manque le plus, on le sait, c'est le temps. Le temps nous manque pour pouvoir quelquefois nous imprégner de tout ce qui nous est suggéré et évoqué dans ces colonnes, dont toutes, je dois dire, sont passionnantes. Et c'est une de mes lectures, je dois dire, ordinaire et fructueuse. Alors, c'est tout à fait facilement et que j'ai accepté l'invitation d'être passé du peu l'invité d'honneur de ce grand déjeuner que j'ose dire patriotique. C'est vrai que nous avons été combattants pendant toutes ces années, parallèlement, dans le monde médiatique, Rivarol, dans le monde politique, moi-même et mes camarades, mes amis, les mouvements que j'ai initiés et conduits, dans un mouvement défini, je crois, admirablement par Jean Madiran, comme l'insoumise action à l'imposture officielle, au mensonge, à la propagande telle qu'elle est aujourd'hui, cyniquement exposée dans un extrait qui passe à la télévision au nom de l'antiracisme, où l'on voit des Européens frapper brutalement à terre un musulman qui est désigné comme tel à cause de son couvre-chef, alors que tout le monde sait que la réalité est exactement inverse de celle-là. Nous avons, ce faisant les uns et les autres, accepté le dur chemin de la persécution, et celle-ci est, il faut le dire, constante. L'accumulation des condamnations qui se sont progressivement alourdies d'ailleurs. Naguère, on était condamné à l'équivalent de 1000 € d'amende. Ma dernière condamnation, c'est 30 000 € d'amende, plus 10 000 € de dommages et intérêts, plus trois articles de journaux que je devrais financer. Bien sûr, je ferai appel, j'irai en cassation, j'irai jusqu'au bout, comme toujours, mais il y a là une enflure qui montre le désarroi de la société décadente que nous combattons. S'il me permet de vous dire personnellement les persécutions dont je suis actuellement l'objet. J'ai reçu en guise de cadeau de Noël, le 23 décembre, 5 injonctions fiscales, totalisant une demande de 350 000 €, grosso modo. J'ai été ensuite perquisitionné comme un gangster, avec la notation amusante qu'ils ont mis 6 heures à défoncer un coffre-fort qui datait de Napoléon III.
Comme je l'ai dit au procureur adjoint qui était là, je dis vous auriez dû solliciter un de vos clients de la santé contre un mois de libération, il vous aurait ouvert ça en 10 minutes. Ça, je me vois réclamer aussi par le Parlement européen 320 000 € représentant le salaire et charges de mon assistant, ironie du sort, M. Jalc, et celui qui présidait la commission qui m'a exclu. Bon, monsieur, mais c'est... Non, mais attendez, cet argent, ces 320 000 € me sont réclamés, salaire de 5 ans, parce que M. Jalc aurait travaillé 3 semaines pour, je crois, M. Crochet, ou je ne sais quelle organisation de contrôle des élections. Bon, bien sûr, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre. Mais c'est vous dire que la conjonction des agressions qui se succèdent, les condamnations, puis les motifs. Bon, j'ai été le même jour, j'ai eu un rejet de la Cour de cassation sur un arrêt me condamnant à propos des Roms. Parce que j'avais rapporté en souriant une phrase que m'avait dite un jour un Rome, il m'avait dit « Oh, nous, on est comme les oiseaux, on vole naturellement. » La deuxième, c'est parce que j'ai été condamné à Nice, par le tribunal de Nice, là, 5 000 € seulement. Le parquet demandait 25 000. Mais là, la présidente, parce qu'il y a surtout des présidentes maintenant, elle m'a condamné à je crois que c'est 5 000 €, pour commencer. Bon. Et parce que j'avais parlé de la présence urticante et odorante des Roms. Et que j'avais émis l'hypothèse qu'un jour, la promenade des Anglais pourrait peut-être s'appeler la Romnade. Bon. Je suis donc condamné, non pas pour des faits criminels ou délictuels, mais pour des paroles, pour des opinions. Alors que moi, on me paye pour parler. Je suis un parlementaire, je suis un député. Je suis chargé d'exprimer l'opinion des électeurs qui votent pour moi. Et quand je l'exprime, on me condamne. Tout ceci, évidemment, participe des opérations d'enfumage de l'opinion, dont l'une d'elles vient, vous le savez, d'éclore. Oh, pas pour longtemps, c'est une baudruche nauséabonde qui, à peine percée, se dégonflera et à la fin de la semaine, on n'en entendra plus parler. C'est l'histoire que j'ai baptisée d'ailleurs des Panama Pampers. Ce sont ces couches culottes que se met le Parti Socialiste pour qu'on ne sente pas le pipi de M. Cahuzac ou celui de M. Touvenot. Et on désigne à l'autre bout de l'horizon les gens qui sont responsables. Il y a, paraît-il, 11 millions de dossiers. Et il paraît que... Non, on ne parle pas de Le Pen, il n'y a pas de Le Pen, mais qu'à cela ne tienne, la cerise sur le gâteau, ça ne coûte rien de le mettre aussi dans le coup. Bon, au reste, d'ailleurs, ça ne m'empêche pas de dormir, pas de problème. Mais je constate une chose étonnante, c'est que dans cette liste de truqueurs fiscaux, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Allemands, et il y a à peine le père d'un Anglais, le père de M. Cameron, qui aurait, je ne sais pas, aussi son petit bas de laine caché quelque part. Mais constatons aussi qu'il n'y aurait pas de paradis fiscaux s'il n'y avait pas d'enfers fiscaux. Et nous sommes dans un enfer fiscal. Parce que je rappelle tout de même que nous avons un taux de 57% de PIB, du produit intérieur brut, de dépenses publiques. Et un taux de prélèvement obligatoire de 46%. Alors que l'Allemagne et la Suisse n'ont que 40%. Que, hélas, notre produit industriel ne représente plus que 12% du PIB, alors qu'il représentait 24% il y a 20 ans. Que l'agriculture française représente 1%.
du PIB. Nous sommes donc dans une situation économique difficile, mais nous sommes surtout dans une situation politique dramatique, puisque, comme le rappelaient tout à l'heure les orateurs précédents, et singulièrement Jérôme Bourbon, le déferlement migratoire n'en est qu'au début du commencement. Il est la conséquence de problèmes qu'auraient dû prévoir les gens qui nous gouvernent, puisque gouverner, c'est prévoir. Or, ces événements étaient prévisibles si la date à laquelle ils allaient se produire n'était pas connue. Le phénomène lui-même était inéluctable. Il tenait à l'explosion démographique du monde, passé en l'espace de moins d'un siècle de 2 à 7 milliards d'habitants, cavalcadant vers les 8, 9, 10, 11 milliards, puisque les démographes disent que dans 50 ans, le Nigeria comptera 440 millions d'habitants. Sa population double tous les 20 ans. Je pense qu'avant cela, il se sera produit des choses dramatiques. Mais d'ores et déjà, dans ce monde qui connaît une explosion démographique, il connaît aussi une déflation démographique du continent européen tout entier. La Russie perd 1 million d'hommes par an. Et nous avons des taux de natalité qui ne sont pas suffisants pour faire le simple remplacement des générations. Encore que nous sommes en tête, paraît-il, avec 2 enfants par femme. Il faut 2,1 enfants par femme, statistiquement bien sûr, pour remplacer les populations. Mais quand nous avons 2 enfants par femme, il y en a 1,4 qui est d'origine française de souche, si j'ose dire. Si j'ose employer ce mot, encore que moi, je suis très fier d'être non seulement un Français de souche, un Breton de souche, mais même exclusivement un Morbihanais de souche. Cette explosion démographique, tout naturellement par la physique des fluides, la dynamique des fluides fait que le réservoir qui déborde dans celui qui n'est pas plein. Par conséquent, il était prévisible que vers le continent sous-peuplé que constituait l'Europe continentale, le monde allait progressivement, directement, violemment, militairement, civilement nous envahir. Et rien n'a été fait par les gouvernements qui se sont succédés, rien, ni par la gauche, ni par la droite. Depuis 40 ans, on a laissé entrer, ou fait entrer, 200 000 étrangers par an, légaux, sans parler des clandestins. Ce qui fait que on ne sait pas très bien à combien s'élève la population d'origine étrangère dans notre pays. Certes, il en est certains qui sont d'origine européenne et qui se sont rapidement intégrés et assimilés à la population française parce que de même origine ethnique, oh j'ai dit un mot affreux là, ethnique, vous vous rendez compte? Enfin bref, je prends le risque. Et à la fois spirituelle, morale, religieuse. Et c'est vrai que, par exemple, l'une des patriotes les plus ardentes du Front National est notre ami Arnaud Tu, qui n'a pas une goutte de sang français, puisque son père est comment dirais-je, roumain, et que sa mère est italienne. Bon, par conséquent, il est possible de faire des Français avec des étrangers, quand ils viennent et qu'ils ont l'amour de la France. C'est la condition, d'ailleurs, que nous posons à toute insertion dans notre pays. Mais hélas, tel n'était pas le cas de gens qui, au contraire, à qui on avait appris chez eux, souvent, notamment en Afrique du Nord, en Algérie, et surtout dans nos écoles républicaines, la haine de la France. Dans ces conditions, il n'était pas étonnant qu'allaient se constituer des communautés fermées,
se reproduisant, il faut bien le dire, à haute cadence, augmentant donc ainsi le poids relatif des étrangers dans la communauté nationale, et les paysans bretons marchands de cochons commencent à s'apercevoir que, oui, il y aurait comme une crise de la demande à partir du moment où un grand nombre de consommateurs ne consomment pas de porc, justement. Ça aussi, c'était prévisible et n'a pas été prévu. Mais ce mouvement démographique considérable qui nous met en face d'un problème totalement inconnu de nos civilisations, habituées au cours des siècles à se défendre contre des invasions militaires, armées, bottées, casquées, selon la définition donnée du combattant, même à partir de 14-18. Mais là, ce sont des gens qui viennent les mains ouvertes, les mains nues, avec des femmes, d'ailleurs, presque toutes voilées quand même, et qui, contre lesquelles il est difficile d'imaginer même quelles seraient les mesures que nous pourrions ou devrions prendre. Mais si nous ne les prenons pas, mesdames et messieurs, nous sommes condamnés à la submersion, non pas à la fin du siècle, à la fin de la décennie ou de la prochaine. Bien de mes amis de mon âge me disent « Ah, mon pauvre Jean-Marie, toi, on verra pas ça, nous, peut-être nos enfants, nos petits-enfants. » Non, non, Albert, tu vas le voir toi-même. Oh, c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est probable. Sinon certain. C'est le dernier aléa sur le front duquel nous nous battons pour empêcher le pire. Parce que dans le même temps où cette population mondiale éclatait, si j'ose dire, la population française, elle, je dis, n'augmentait pas. Nous avions 40 millions d'habitants en 1945. Nous en avons 66 aujourd'hui, sans que nous ayons connu d'augmentation de notre natalité. Par conséquent, les 26 millions supplémentaires viennent d'ailleurs. Mais ce mouvement s'est accompagné en même temps d'une expansion dynamique et je dirais historiquement corrélative avec la religion islamique. La poussée parallèle contribue à changer le paysage politique, le paysage spirituel de notre pays. Les mosquées, il y avait une mosquée, elle était dans l'arrondissement dont j'étais député. J'étais député du 5e arrondissement, le quartier latin. Il y avait une mosquée qui avait été construite en hommage aux soldats musulmans tombés pour la France. Il y en a maintenant 3 ou 4 000 en expansion continue, avec souvent la complicité, quand ça n'est pas sur la suggestion d'un certain nombre d'élus nationaux qui désirent se faire là quelques voix supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qui explique probablement la politique d'ouverture de nos frontières, certains partis politiques espérant qu'ils vont recruter là des électeurs qu'ils ont perdus par la pratique de leur politique désastreuse. Et puis, il y a une donnée supplémentaire, c'est que l'islamisme emprunte des techniques de terrorisme. Or, mesdames et messieurs, comme deux entités sont en confrontation et en combat, celle qui va gagner, c'est celle qui tue. Et Daesh nous montre qu'il est capable de tuer. Il le met même en scène d'une manière particulièrement efficace, ce qui constitue autant d'avertissements aux différentes communautés, qu'elles soient d'origine étrangère ou française. On doit savoir que les consignes, les ordres qui seront donnés par cette organisation risquent d'être sanctionnés de la manière la plus brutale et la plus définitive qui soit.
C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, sur le papier, c'est désespérant. L'Europe, 700 millions d'habitants. Âge moyen, 40 ans. Taux de reproduction, 1,4 enfants par femme. En face, 6 milliards. Âge moyen, 20 ans. Taux de reproduction, 3 à 4 ou 4 à 5 enfants par femme. Il y aurait de quoi désespérer. Si nous n'étions pas français et ne sachions que dans l'histoire de notre pays, il y a eu des circonstances comparables, sinon identiques, où la France pouvait être considérée par les prévisionnistes comme devant disparaître. Et soit Providence, ce qui fut le cas avec Jeanne d'Arc, soit par des initiatives individuelles, la France a eu le sursaut nécessaire pour garder la pérennité sans laquelle il n'est pas de destin national. Oui, nous sommes les enfants de cette histoire-là, mais nous sommes aussi les parents des enfants que nous avons faits, et des petits-enfants, et même, quelquefois, des arrière-petits-enfants. Voilà. Donc nous avons des responsabilités dont je dois admettre qu'elles sont assumées très courageusement par le journal Rivarol. Très courageusement. Alors, que faire? C'était la question que se posait Lénine déjà. Nous nous la posons. Eh bien, tout à l'heure, Jérôme Bourbon a dit la vie est un combat. C'est vrai. La vie est un combat, et celui qui refuse qu'elle le soit se condamne soit à l'esclavage, soit à la disparition. Un mot en passant, une petite parenthèse relativement aux affaires dont j'ai parlé tout à l'heure, la boule nauséabonde qui s'est baptisée Panama Papers. Ce qu'il faut savoir, outre le fait qu'il n'y a pas d'Allemands, d'Américains ni d'Anglais dans les 11 millions de dossiers, dont d'ailleurs le Guardian nous dit qu'il y en a une partie quand même qui restera secrète. Ben, imagine-toi, bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet organisme de journalistes faisant le métier, semble-t-il, de policiers fiscaux et de dénonciateurs fiscaux est piloté et financé par la Fondation Ford, la Fondation Carnegie, la Fondation Rockefeller, la Fondation Kellogg et, la cerise sur le gâteau, la Fondation Soros. Is fecit qui prodest. Par conséquent, il suffisait de savoir d'où ça venait pour savoir qu'il fallait traiter ce genre d'informations par un grand mépris. Il n'y a que le président Hollande qui est toujours à l'affût d'une idée nouvelle pour s'en emparer. Alors, bien sûr, il est maintenant flanqué, lui, le pauvre, de M. Macron, un beau jeune homme qui est un peu le gendre souhaité. Et il vient de lancer un mouvement en marche. Il a oublié la première partie de l'ordre militaire, qui est en avant, marche, se réservant peut-être de faire en arrière, marche. On ne sait pas, c'est un personnage un peu ambigu. Le chapeau est de gauche, tout à fait naturellement, puisqu'il le porte. Et les souliers sont de droite, encore que il y en a un de droite et un de gauche. Déjà là aussi, l'ambiguïté. Et entre les deux, un personnage qui, me semble-t-il, entre dans la stratégie de M. Hollande, qui n'est pas le moins redoutable des candidats de la prochaine consultation électorale, quoi qu'il paraisse. Nous verrons donc sans doute cela aussi. Alors, peut-être ai-je déjà abusé de votre patience, mais avant de nous séparer, je voudrais
m'adresser aux générations qui nous suivent pour leur dire un certain nombre de choses. D'abord, c'est vrai, la vie est un combat. Mais aussi que la vie commence toujours demain et que ce sont les hommes, avec leur volonté, avec leur courage, qui sont capables de dominer le cours des destins. Il faut aussi qu'ils sachent que le dernier boulet, peut-être comme le disait le bailli de Suffren, disait « Tirons tous nos boulets ». C'est peut-être le dernier qui nous donnera la victoire. On dit qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Eh bien, c'est pas le cas. La preuve, c'est que j'ai oublié de vous inviter chaleureusement à participer le 1er mai au rassemblement à 11h du matin, place des Pyramides, puisque, de façon absolument inexplicable, le Front National a renoncé à la tradition établie depuis 28 ans du défilé qui unissait à la fois le travail et la patrie et se faisait sur le nom de Jeanne d'Arc. Alors, nous avons relevé ce défi, on nous a dit c'est Daesh qui a menacé. Eh bien, nous n'avons pas peur de Daesh. Alors, libre aux lâches, aux couards, aux prudents, de rester chez eux ce jour-là ou d'aller même au banquet s'ils veulent, encore que ça doit être dangereux aussi les banquets, je pense. Bon, enfin, bref, j'adresserai la parole à tous ceux de nos amis qui auront le courage de venir témoigner avec leurs pieds, si j'ose dire, ce jour-là, que la France a toujours confiance dans Jeanne d'Arc et dans le destin de notre pays.